Bonsoir à tous et bienvenue dans ce laboratoire du logement, dans cette séquence consacrée à la surélévation, construire sur les toits. Alors, la Biennale de Venise vient de s'ouvrir et il y avait quand même un magnifique exemple à la Biennale justement de construction sur un toit, en l'occurrence assez radical, le pavillon anglais, donc a proposé justement une surélévation, de se placer au-dessus du pavillon. Et donc une attitude très très intéressante qu'on discutera dans une autre configuration que ce soir, mais je voulais le citer en introduction. L'autre chose, c'est que notre ami William Alsop nous a quittés récemment, et s'il y a bien quelqu'un qui avait poussé la barre très très haut, c'était bien lui. Rappelez-vous du projet de Toronto, où construire sur le toit, lui, il avait complètement, j'allais dire, survolé le toit. Et souvenons-nous aussi qu'il n'y a pas si longtemps, Zaha Hadid, c'est l'un de ses derniers projets, à Rotterdam, a construit un bâtiment aussi extrêmement spectaculaire et autres. Alors, ce soir, justement, on va faire tout l'inverse. On ne va pas être dans le radical, quoique, on ne va pas être dans le spectaculaire, surtout pas, mais on va avoir deux approches sur des petits projets, mais si important, ce n'est pas à vous que j'apprendrai qu'il n'y a pas de petits projets et que, justement, toutes ces échelles nous intéressent. On a choisi un projet à Paris, donc à Paris, boulevard de la Villette, et un autre à Montreuil. Autant dire que nous sommes dans des situations métropolitaines, très simples, on pourrait dire presque banal. Alors un studio de photographie d'un côté, avec une unité de logement à l'intérieur, ils vont nous expliquer tout ça, et puis un appartement, on pourrait dire, au-dessus d'un immeuble qui brille par sa banalité. Donc c'est assez intéressant de voir quelles ont été les attitudes de chacun, les choix constructifs, les défis. C'est tout ça ce soir que nous allons discuter avec Poa et Mova qui sont là, ici présents. Donc on va commencer avec Post Office Architects. Je vais le dire comme ça. C'est donc c'est l'équipe de David Fagard, Lynn Fontana et François Leininger ou Léninger. Voilà. Et qui vont nous emmener donc boulevard de la Villette dans le 19e. C'est à eux que je cède tout de suite la parole. Merci. Bonsoir. Donc, le sujet en question. Comment on peut peut-être. Voilà. Donc, il s'agit donc d'une opération de surélévation dans le quartier de Belleville pour un client, une famille composée donc d'un couple, un homme, une femme, 2 enfants, qui vivent la plupart du temps dans leur maison, dans leur appartement. La question était donc de créer un volume supplémentaire et de relier leur appartement actuel avec la potentialité d'occuper tout ou partie de la toiture, avec des contraintes quand même qui étaient d'ordre budgétaire, parce qu'ils ne pouvaient pas développer 200 mètres carrés sur cette toiture qui en compte 300, mais plutôt aux alentours de 90 mètres carrés. Ils souhaitaient un projet assez simple. Ils avaient même évoqué à un moment l'idée d'une case study sur les toits de Paris. Donc bon, à cette question-là, on a réfléchi, mais on a proposé un petit peu autre chose, même si peut y avoir des liens avec cette approche. Comment j'enchaîne ? Voilà. Donc Belleville, bon, vous êtes tous parisiens, en tout cas pour la plupart. Donc c'est un croisement de 4 arrondissements. Et le site est vraiment situé à ce carrefour, du 11e, du 10e, du 19e et du 20e arrondissement. Donc ça, c'est juste, pour nous, c'est un projet de quartier, parce que c'est là où on vit, enfin deux de l'agence, Lynn Fontana et moi, parce que le troisième associé, il vit à New York, et il développe des projets qui sont à New York, et à Paris, nous sommes tous les deux. Donc on vit là-haut, là où il y a la maison, rue Repval. Il y a l'école des enfants, c'est tout un parcours. Puis on descend la rue de Belleville. Et il y a on boit le café le matin au bar Les Folies. Et puis le site, il est juste en face. Et donc ce site, c'était une rencontre parce que c'est un immeuble qu'on n'avait pas du tout remarqué. En fait, qu'on ne voit pas quand on descend, parce qu'il y a beaucoup d'arbres sur le boulevard. Il est situé
Alors, je ne sais pas si je peux le localiser avec un petit, voilà. C'est cet immeuble qui est derrière cet arbre. Voilà. Et donc, en fait, c'est un immeuble qu'on ne perçoit pas, sauf si on décide d'aller acheter de la nourriture chinoise au rez-de-chaussée. Et donc, ça, c'était aussi une première, à la fois assez rassurant, parce qu'on se disait, oh, bon, ben, finalement, on va faire quelque chose, personne ne va le voir. Donc ça, c'était plutôt, on va dire, on était, voilà, moins de pression. Et voilà. Oui, c'est ça, on faisait ça quand même dans le quartier. Donc voilà, donc on évolue sur le boulevard, il y a souvent des arbres, l'été, le printemps. Il y a certaines perspectives où on perçoit un peu l'immeuble depuis l'espace urbain. Alors sur la terrasse, qui est donc on va dire le sol du site, on découvre d'un côté l'immeuble de la CGT, qui est un fleuron de l'architecture des années 80, donc qui va constituer une sorte de background au projet. Hein, c'est vraiment très fort dans le contexte. Les images ont toujours tendance, les photos, à éloigner les choses. En fait, il est très près. Il renvoie aussi de la lumière, donc c'est un ami, puisque cette façade, elle est située au nord-est. Et ça, c'est la vue sur Paris, où en fait on a un cadrage entre des mitoyens, on aperçoit la tour Eiffel, et puis si on se déplace un peu sur le côté, on voit la tour Montparnasse. Voilà, donc c'est une situation assez privilégiée. Et on est entre deux mitoyens de chaque côté, et on voit bien que de chaque aussi les cours se développent autour, et il y a quand même pas mal de vues sur cette grande terrasse, qui sont aussi des éléments pour déterminer un peu la morphologie du projet. Voilà, ça c'est de l'autre côté. Voilà, et quand on sort du métro, c'est peut-être le seul endroit où on voit la façade vraiment dans son ensemble, avec donc cette question qui serait liée donc à qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire sur cet immeuble. Alors, le client, enfin le maître d'ouvrage, avait quelques documents en sa possession, puis on a fait quelques recherches. Donc il s'avère que ce bâtiment était au départ, donc je reviens un peu là-dessus, il y a cette histoire des 4 arrondissements, donc sur le fronton. Donc ça vient c'est un ancien commerce, genre de bazar de quartier. Tu dis ? Peut-être. Et donc ça, c'est des images qui nous ont permis un peu de dater le bâtiment et son histoire. C'est-à-dire que là, c'est l'apparition du métro. C'est qu'on est dans les années 1900-1910, avec la ligne Nation-Dauphine. Donc on a pu dater déjà la présence. On voit ici la marquise sur le côté. Là, on revoit aussi voilà, sur le côté gauche le bâtiment. Là, pareil, on est en 1900. Et le bâtiment, c'est un rez-de-chaussée et un entresol, avec du stockage. Et ensuite, très peu de temps après, parce qu'on voit la marquise ici, il y a un projet de surélévation. Déjà, le métro arrive, il faut de la densité, donc tout de suite, il y a plus de monde. Donc, ils ont créé un niveau supplémentaire. Et donc ça doit être dans les années 1915 à peu près, maximum 20. Et donc ça va rester comme ça jusqu'aux heures de la guerre où le bâtiment va être transformé en garage, en rez-de-chaussée. Et au-dessus, les volumes vont être divisés pour former des petits appartements. Et donc ça deviendra un immeuble un peu de rapport qui va être ensuite vendu à la découpe. Donc ces documents historiques nous permettent aussi d'appréhender en fait, la structure du bâtiment, qui est un bâtiment en structure fonte et acier, avec des planchers, avec des voussoirs. Voilà. Et donc c'est avec ça qu'on va travailler. Ensuite, c'est important d'avoir trouvé ces documents. Voilà. Donc le plan, donc c'est vraiment comme des grands entrepôts, grandes trames assez régulières, des poteaux en fonte qui descendent jusqu'en bas. Voilà, donc ça c'est le projet, c'est le site voilà, dans les années 40 peut-être, où on voit que l'étage, la surélévation est présente. Donc voilà, pour nous, c'est un peu ces trois périodes qui sont représentées, c'est-à-dire qu'on a voilà, la première 1920, ça a dû commencer avant, ensuite
la surélévation, la restructuration du rez-de-chaussée. Donc, face à cette question des 90 mètres carrés, notre premier réflexe, je vais essayer d'aller plus vite, hein, mais ça a été de dire, mais est-ce que, compte tenu du débat sur la densification à Paris, l'optimisation des toitures, créer de la surface, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable de faire ici une opération plus ambitieuse? Donc le PLU nous autorisait évidemment à quasiment poursuivre, poursuivre le vélum parisien à cet endroit. Alors pour plein de raisons, ça ne s'est pas fait, pour des raisons économiques, pour des raisons aussi, on est quand même dans ce quartier-là sur des carrières, donc il y a tout un tas de problèmes qui sont posés par les fondations. Donc rajouter du poids aussi, c'était une chose compliquée. Mais pour nous, ça a été quand même, on lui a posé la question, on lui a dit, mais tu sais, ça pourrait être plus intéressant, etc. Mais on s'est dit, ça serait bien que ce qu'on construise, si demain il y avait vraiment besoin de monter plus, on puisse l'enlever. Donc ça aussi, c'était quelque chose qui nous a tout de suite voilà, questionné, ça a été une proposition, on s'est dit, voilà, on va se mettre là, le temps que c'est possible. Et si demain il y a un projet plus ambitieux avec des gens qui sont capables de porter ce projet pour faire plus de logements, plus de mètres carrés, bah, ça sera peut-être possible. En tout cas, ça restera possible. Et donc, pour parler vraiment de la prise de position par rapport à ce projet, la petite histoire, c'est qu'ils avaient déjà commandé à d'autres architectes l'idée de faire une extension, mais plus petite. Et ils étaient allés voir la mairie, enfin les services de l'urbanisme, avec une proposition qui était accrochée à un des mitoyens, et ça avait été refusé. Donc il y avait sous un motif vraiment d'insertion, il fallait vraiment faire un projet qui, voilà, les termes n'ont pas été utilisés, mais qui composait peut-être avec l'immeuble. Bon, pour nous, ça a été un point de départ. Et donc, il y avait plusieurs aspects. Donc, il y avait l'aspect économique, il y avait l'aspect de la composition, il y avait l'aspect aussi de la vue, évidemment, et de l'ensoleillement, et du rapport aux voisins. Donc, très vite, il y a une forme qui s'est imposée. Pour répondre à tous ces paramètres, c'était en fait de proposer à l'axe du fronton une voûte orientée sud-ouest-nord-est, qui était vitrée sur chacun des tympans, qui permettait de s'ouvrir sur Paris d'un côté, qui s'ouvrait aussi sur l'ensemble du boulevard très planté de l'autre côté, qui prend le soleil le matin, et qui en même temps, donc c'était une feuille, un geste très simple qui couvrait cet espace, vraiment une voûte de plein cintre, et qui permet aussi de se protéger des vues des voisins. C'est-à-dire que les voisins ne voient pas à l'intérieur, puisqu'en fait on est un peu dans un tube. Enfin, c'est pas un tube comme ça, c'est un tube qui fait 4,50 m de rayon, donc c'est un bel espace. Et donc, de cette façon-là, on achevait quelque part, en tout cas on proposait de poursuivre la stratification de cet immeuble qui avait commencé au tournant du siècle. Et aujourd'hui, compte tenu d'une commande qui était celle-ci, ben voilà, c'était une façon de poursuivre ce travail. Alors c'est un projet que l'on a souhaité préfabriquer pour quelques raisons qui étaient à la fois, comme l'a dit David, la possibilité peut-être d'un jour enlever relativement facilement cette surélévation, mais aussi pour des questions économiques qui ont quand même été une des directions à suivre pendant tout le projet. Et donc on a aussi souhaité que ça soit un projet monté à sec, c'est-à-dire on a uniquement choisi des matériaux qui pouvaient être préfabriqués, montés sur site de manière simple. On a préparé la terrasse, donc on est parti de la structure en fonte existante du bâtiment. On a constitué des plots qui permettaient de recréer une structure métallique qui allait recevoir le bâtiment et également le poids des terrasses accessibles. Et ensuite, ces trois feuilles, les premières voûtes en bois, ensuite un complexe isolant, et puis la toiture en tôle ondulée. Donc le client habitait au deuxième étage, dans la partie qui est hachurée. Il y avait un premier accès qui est sur le pignon avec un escalier, c'était le seul qui avait accès à la toiture, qui était
une toiture non accessible au départ. Et nous, on a créé, donc vous voyez en pointillé, l'emprise du projet et la trémie qu'on a créée pour relier le deuxième étage de la toiture. Et trémie qu'on a créée une fois les 3 strates du projet réalisées, donc une fois que le projet était hors eau. Donc là, on voit donc la position de la trémie et puis les premiers plots, la structure qui reçoit le bâtiment en acier galvanisé, et puis ensuite remplissage dans l'épaisseur de la structure en acier du bois qui permettait de recevoir le plancher de l'intérieur de la surélévation et ainsi que le plancher des terrasses et les voûtes. Donc là, on a le projet qui se dessine de manière assez simple, étant donné que le client, dans son programme, nous a demandé que cet espace puisse à la fois recevoir un espace de vie, mais aussi un espace de travail. On a dans les éléments fixes de l'appartement uniquement la sortie de la trémie et la cuisine, qui est sur la façade nord-est. Et tout le reste se veut assez libre. Là, on l'a dessiné avec un salon proche de la vue et puis la salle à manger proche de la cuisine, mais les choses peuvent évidemment évoluer. Les terrasses, elles sont en retrait pour éviter depuis la rue d'avoir l'emprise d'un garde-corps et d'avoir comme ça un dessin le plus simple et intégré possible au bâtiment existant. La toiture, on a prévu des panneaux solaires qui permettaient de répondre aux besoins du projet climat parisien de 7 étages. Et puis de part et d'autre, des terrasses plantées. Donc ça, c'est la coupe. Le client a souhaité 2 petites ouvertures latérales pour pouvoir avoir un regard. Donc c'est des ouvertures qui sont assez basses, qui sont une fois qu'on est, enfin, le regard sur la terrasse une fois qu'on est assis. Ça, là, on voit l'accès depuis le 2e étage. La façade sur rue, donc sur le boulevard de Belleville, et la façade sur cour, avec, vous le verrez après, des ouvertures. C'est le seul accès pour la terrasse, avec un grand panneau coulissant, et puis 3 baies fixes. Donc quelques photos de chantier. Donc là, c'est le repérage de la structure fonte sur lesquelles on a posé les appuis, les plots qui permettent de supporter la structure que vous allez voir juste après, et puis qui arrive, exactement, et puis plusieurs grutages. Pourquoi ? Parce qu'on a souhaité que ce chantier puisse être, déranger le moins possible le voisinage, et comme la cour était étroite et que les escaliers étaient également dans des accès difficiles parce qu'on rentre dans un bâtiment qui n'est pas le bâtiment sur lequel on crée la surélévation, les accès les plus évidents étaient un grutage. On a eu 3 grutages et, qui étaient relativement efficaces parce que le projet était compact dans des blocs préfabriqués. Et la terrasse permettait de recevoir par rapport à une surcharge qui était effectivement qui pouvait s'étaler sur toute la surface, une charge de poids. Donc là, c'est la structure métallique galvanisée, l'assemblage en 2 pièces de la voûte. Et puis, donc c'est des voûtes qui se sont donc montées à plat. Et puis, et là, c'est les photos du moment où elles sont relevées, assemblées, les sabots fixés sur les. Attends, tu vas trop vite, sur les structures. Et puis, donc, c'est une surélévation qui est composée de 4 voûtes. Les contreventements, les butons. Et puis ensuite, la première peau, qui est donc un composant d'isolant et de finition de latte de pin, intérieur et extérieur. Et c'était aussi un moyen économique. Enfin, on a cherché un produit qui ne nécessitait pas de finition. Donc c'est un produit qui est, dans les photos, vous verrez de la fin de chantier, c'est un produit qui est brut. Les façades sont en structure également de bois. Celle-ci, c'est sur la vue, donc sud-ouest. Et puis, en fait, le chantier, comme ça arrive, on va dire, occasionnellement, a eu quelques retards.
Et on est évidemment, comme c'est un projet, là, ça s'est monté en 10 jours, ce qu'on vous montre là, et c'est un projet qui s'est monté le jour où on partait en vacances. Donc on était là pour les plots, on était là, qui était quand même pour nous la base, on était là pour la structure métallique, et puis David rentre de vacances, et le charpentier nous appelle très content, c'est sublime, tout est monté, ça s'est fait dans un temps record, et puis là on se rend compte que c'est pas axé au fronton. Donc panique, grosse panique, donc on a demandé qu'il le déplace. Et donc, ils ont déplacé, sans le redémonter, entièrement le bâtiment. Bon, mais ça, c'était pas possible, c'était quand même point de départ. Hein. C'est énorme. Mais on a pleuré, hein. On était effrayés. Donc après, voilà, la structure en tôle ondulée, les ouvertures latérales, le dernier grutage pour les verres, tout l'habillage, donc toute la structure des façades, enfin, tout l'habillage de la menuiserie extérieure des façades, elle est en aluminium. Donc ça, c'est les habillages en aluminium. Et puis voilà, photo de l'intérieur avec le sol en bois qui venait simplement se poser, l'isolation étant dans l'épaisseur de la structure métallique. La lège qui permettait après, vous verrez, d'accueillir la cuisine. Et voilà le projet monté. Ça, c'est la vue qu'on a, non pas depuis la rue, mais depuis une toiture en cœur d'îlot. Donc avec la transparence qu'on vous parlait avant, on se rend compte qu'effectivement, le bâtiment d'en face avait toute son importance, parce qu'il y a une vue importante. Donc voilà, la cuisine sur le fond, un sol en caoutchouc, posé. La grande baie coulissante qui est la deuxième depuis la droite qui s'ouvre, la cuisine, les petites fenêtres latérales, la vue sur Paris. Et puis bon, pour finir, une petite photo cet hiver. Merci. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'ordi? On peut le... Ouais. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir 2 micros? Bah, ou sinon on va se passer. Il faut signer d'abord. Alors du coup, ça se passe ok. Bon, bah, bonsoir. Donc pour nous, parler de cette surélévation, c'est parler de tous nos projets qui sont en format, en effet, plutôt XS, format de poche. Et donc parler de ce projet, c'est parler de tous nos projets et de notre pratique. Donc en fait, on va essayer de vous parler de la grande histoire par la petite histoire et essentiellement de notre approche par cette étude de cas et éventuellement mettre quelques photos d'autres projets. Ah. Voici l'autre projet. Donc le bouche à oreille, en fait, nous, Mova, c'est né avant tout par le bouche à oreille avec nos filles qui étaient à l'école du quartier. Enfin, ça rejoint un peu ce que vous disiez. Voilà, ça commence comme ça. Donc on nous demandait, t'as pas le numéro d'un plombier, tu sais comment on fait pour démolir un mur porteur, j'ai une DP à faire pour poser des Velux, voilà. Et puis après, des extensions, des surélévations. Mais bref, on travaille en proximité et en circuit court. Et donc, on est vite devenu, pardon, je suis un peu émue, on est vite devenu les archis du quartier. Et chaque demande, là, en fait, c'est un photographe avec qui on travaille et qui a pris en photo des personnes du quartier. Voilà. Et qui est du quartier aussi. Ah voilà le bistrot, voilà. C'est vraiment très concentré dans un quartier. Ah oui.
Donc chaque demande est particulière et chaque personne étant singulière. On a rencontré Agathe, peut-être en prenant un café. Et donc Agathe, elle habite un immeuble de Faubourg, donc rue de Paris, au 3e étage. Et en fait, elle voulait s'agrandir. Elle avait son lit dans les combles, elle accédait par une échelle. La salle de bain, elle était juste à côté de l'entrée. Il fallait traverser toute la pièce de vie pour aller à la salle de bain. Bon, voilà le Capharnaüm d'Agathe. Et donc, elle avait besoin d'espace, éventuellement créer un bureau, voilà sa chambre. Et donc, bon, comme elle avait déjà donc le dernier étage. Et ayant le foncier, la surélévation est vite devenue une évidence. Pour des questions de coûts, on a évoqué le déménagement, etc. Mais en fait, elle voulait rester centre Montreuil et de fait, la surélévation, c'était ce qui s'imposait. Tiens, la conception du projet. Non, parce qu'on avait fait des trucs, mais bon. Donc la conception du projet. Donc en fait, donc nous on travaille au départ essentiellement. En fait, on travaille essentiellement en plan au départ avec le cahier des charges de nos clients et de savoir comment on va mettre en relation tous ces... créer la relation. Donc, on la travaille en plan, en organigramme, que ce soit en coupe, aussi en coupe. Voilà. Oui, donc, en coupe, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Non, pas du tout. Oula, c'est moi? Ah oui, c'est fort. Voilà, donc en effet, on travaille beaucoup les choses en plan, en organigramme. On évite un maximum de formaliser les choses pour vraiment essayer de voir avec les personnes qui ont souhaité travailler avec nous, formuler vraiment une manière de vivre. Donc, où est-ce le cahier des charges, combien on a besoin de chambres, tout ça, des choses un peu simples. Et ensuite, on bosse beaucoup sur ça et on évite un maximum la forme, même s'il faut y aller de temps en temps, pour éviter d'être piégé par l'image un peu trop séduisante et qui peut bluffer et où on peut arrêter une réflexion parce qu'on souhaite destiner quelque chose. Donc c'est vraiment ce temps-là. Et donc il y a énormément de... c'est celle-là, ouais. Voilà, donc il y a énormément de croquis. Bon, on voit des coupes un peu... voilà, d'autres plans. Enfin, en fait, on fait vraiment énormément de propositions avant d'attaquer la forme. Voilà, donc non, mais voilà, avant d'attaquer la forme, donc la forme, c'est toi ? Je reprends, excusez-nous. Donc, non, en fait, je reviens sur les plans. En fait, donc nous, on a fait pas mal de propositions et en fait, l'idée de la surélévation, nous, on s'est dit, on fait une surélévation, donc l'espace de vie, en fait, il va se trouver en haut parce qu'on va être moins contraint. On va pouvoir faire des grandes ouvertures, éventuellement, on va pouvoir avoir un toit terrasse. Et donc, on a fait ces propositions dans ce sens-là. Et puis, quand on a proposé ces solutions à Agathe, grande surprise, elle nous dit ah non, mais absolument pas. Moi, je veux garder mon espace de vie au 3e étage parce que dans cet immeuble, il n'y a pas d'ascenseur. Pour les courses, c'est pas rigolo. Elle a plus envie d'avoir le nid, les chambres près du ciel, dans la surélévation. Et donc nous, ça remettait en cause complètement le projet. Ouais. Les propositions. Les propositions, c'est vrai que comme on disait, vachement sur l'écoute et éviter de formaliser les choses, on a parlé en effet tout de suite, qu'est-ce qu'on a ? On a besoin d'une surface supplémentaire pour des chambres, des vraies chambres, une vraie salle de bain accessible sans devoir descendre par l'échelle, etc. Et donc la surélévation, qu'est-ce qu'elle acceptait en fait ? Qu'est-ce qu'elle intégrait ? C'était soit en effet ces chambres-là, soit le salon, nous, d'une évidence, comme c'était en haut, perché, et que l'immeuble en tant que tel était vraiment un immeuble de faubourg assez simple. Il y avait donc des fenêtres, c'était déjà facile à diviser et faire les chambres en bas, puisqu'on avait vraiment des fenêtres, donc c'était facile de cloisonner, et puis les chambres, il n'y avait pas nécessairement besoin de grandes ouvertures. Et puis au contraire, là-haut, se la péter un peu et de dire, voilà,
On va faire le salon là-haut, on va faire des grandes ouvertures, on va faire quelque chose d'assez spectaculaire. Et puis surtout, pouvoir permettre aussi d'avoir un salon et une terrasse. Ça se fait beaucoup maintenant, on le voit, hein, la question de la surélévation, c'est pas seulement le fait de construire, c'est aussi les jardins plantés, voilà, les potagers, les ruches. Et donc c'était aussi bénéficier à travers ce duplex d'avoir vraiment comme une maison et d'avoir le salon avec une terrasse et un espace extérieur. Agathe n'a pas, malgré les propositions, malgré l'intérêt qu'elle portait à ses idées, elle a préféré, comme disait Manuel, rester sur la partie, rester sur le salon en partie basse, même si c'était fermé et contraignant. Nous, on n'avait pas les moyens de toute façon d'ouvrir les fenêtres existantes, on les a laissées telles quelles. Et puis, du coup, la surélévation, elle a vraiment accueilli les chambres, la salle de bain et un bureau. Voilà, couloir, escalier. Donc, de ça, en fait, voilà, ça c'était vraiment pour vous dire qu'on travaille vraiment sur comment les choses s'organisent avant de mettre une forme. Et là, on en vient à la forme. Donc, les fenêtres, voilà. Les fenêtres, comme l'étage de la surélévation était vraiment dédié aux chambres, à des petites pièces. Et donc, comme on l'a dit, pas besoin de mettre des grandes fenêtres. Donc, on est resté sur un principe de fenêtre. Oula, c'est dans le désordre. Sur un principe de fenêtre. Bon, elle n'est pas là, c'est pas grave. Sur un principe de fenêtre assez simple. Et on a repris vraiment, pour le coup, la typologie des fenêtres, leur dimension, leur emplacement. Non, elle n'est pas là. Leur dimension. Celle qui, du coup, excusez-nous du zapping là, celle qui représente un peu plus le propos, qui illustre un peu plus, c'est ça, c'est vraiment rester sur. On a des petites fenêtres qui sont là, et du coup qu'on a mis là et là, et puis après on a des fenêtres un peu plus standards, verticales qu'on a mis là, et mais toujours dans les mêmes proportions. Enfin, on a gardé des proportions verticales. Voilà. Et puis voilà, donc en fait on a vraiment continué l'image du bâtiment, sa peau, sa simplicité. On est resté sur un enduit. En fait c'était en définitive un copier-coller. Par contre, voilà, au-delà de ça, comme on vous a dit, le salon était en bas. Et nous, ça nous a miné quand même de mettre le salon en bas. Bon, c'était le souhait d'Agathe et ça c'est vraiment important. Et pour justement répondre à cette question où le salon était en bas, voilà, elle est là. On a aussi décalé, en fait, normalement on suit le pourtour de l'immeuble existant, et là le concept, ça a été vraiment un des éléments clés du projet, c'était au lieu de suivre vraiment la périphérie et de se poser, ça a été à un moment donné de désobéir, dire non, voilà, on ne suit pas, on vient creuser, on vient se décaler. Et ce décalage, en fait, c'est vraiment pour expliquer, voilà, le projet c'est le salon est en bas, la forme découle de pas la fonction, mais de l'usage. C'est cette fameuse phrase du Bauhaus qui disait « form follow function ». Venturi avait, quand il vendait des hamburgers, il avait mis un restaurant en forme de hamburger. On ne pouvait pas plus être explicite. Là, nous, on a essayé de rester discret quand même. Mais voilà, c'est vraiment la forme, elle est vraiment fonction d'usage. Et donc, ce dépli a permis de mettre donc la verrière. Alors, je ne sais pas dans quel sens c'est. Là, c'est un petit zoom. On voit à travers la fenêtre la verrière. Ici, on le voit pendant le chantier, donc le décalage entre l'immeuble existant et la surélévation. Et puis, depuis l'intérieur, quand on est donc, c'est la cuisine à manger, donc à la table. Et donc, quand on est voilà à l'intérieur et à table, on a un peu ce sentiment de manger dehors et d'être en contact avec le ciel. Voilà, donc ça a vraiment été quelque chose de fort dans le travail du projet. Bon, là, on voit les décalages de façade. Donc après, il y a cette idée où on est venu, donc c'est la surélévation, comment on se pose. Alors, il y a l'immeuble existant. On aurait pu très bien, de manière très simple, raser de manière horizontale pour poser la surélévation. C'est ce qu'il y a de plus simple. Ce qu'on a fait, non, c'est vraiment prendre le parti pris de laisser une stratification et de laisser l'histoire de l'immeuble exister, en tout cas d'être lisible. Et donc, on est venu poser la surélévation en reprenant, en laissant
l'empreinte de la toiture, l'ancienne toiture. Et donc on voit par ailleurs que voilà, on voit les profils, on le voit de ce côté-là. Et donc c'est aussi pour utiliser le peu de matière possible, enfin même si c'était plus compliqué et peut-être même un peu plus cher, c'était l'idée d'utiliser le moins de matière, parce que c'est vraiment, ça fait partie de notre démarche, et de révéler et de souder et de créer un lien et une histoire entre l'existant et le projet. Donc ça c'est un peu notre démarche de manière générale. Là elle s'exprime vraiment nettement. Et donc de ce jeu qu'on voit en partie basse, qui monte, qui descend vraiment suivant le relief de l'immeuble existant, eh ben on a joué aussi également à l'inverse sur la ligne du dessus. On a joué du même jeu qui est de monter, de descendre certaines arêtes pour à nouveau découper le ciel et à la fois se servir comme une clé, c'est-à-dire s'emboîter sur l'immeuble existant, mais aussi mettre en valeur le ciel et s'emboîter avec le ciel, en tout cas le mettre en présence, parce que là encore on aurait pu finir plat, mais du coup c'est le jeu de toutes ces arêtes, de ces décalages, qui donne l'identité du projet et sa forme un petit peu origami, un peu feuille pliée. Il y a aussi un peu aussi notre logo, c'est ce qui nous a amusé dans ce dessin des lignes brisées, c'est qu'il y a un peu le logo Mova qui apparaît. Voilà. Donc ça c'était vraiment un but ultime, c'était de mettre le logo Mova dans le ciel de Montreuil. Ça y est, c'est fait. Voilà, donc en fait, ce travail, je sais pas, tu veux reprendre ou... Oui, donc on travaille beaucoup avec le contexte et de voir comment l'intérieur et l'extérieur vont se rencontrer, justement par rapport à cette enveloppe, par rapport à cette peau. En fait, c'est le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Et alors, on a des photos qui sont pas forcément parlantes là pour le coup, mais si. Ça parle pas du tout, mais au contraire, ça va évoquer. Oui, en fait, là, là, on parle d'un autre projet, mais c'est pour montrer comme quoi, en fait, quand on parle de l'intérieur avec le client, et c'est ça qui structure le projet et qui va lui donner sa forme, donc forme, follow, usage, je sais pas comment on dit, used en anglais. Ouais. En fait, c'est cette relation aussi au contexte, c'est-à-dire qu'une fois que c'est bien défini à l'intérieur, on prend le contexte et on essaie de mélanger tout ça, et en fait, c'est la peau qui vient un peu interférer, ou en tout cas le contexte extérieur touche le contexte intérieur, et on essaye de créer une interaction. Donc voilà, ici c'est une petite rue qui s'appelle la rue du Levant, qui est donc aussi à Montreuil. En fait, c'était vraiment une petite ruelle qui traversait deux grandes rues principales, mais qui était vraiment le dos des parkings, qui était très minéral et très peu emprunté, qui faisait même peur la nuit. Et voilà, donc on a intégré un projet dedans qui là est une vue Google Street, mais bon, on avait d'autres photos, mais là aussi on n'a pas réussi à les intégrer, donc excusez-nous, mais bon, ça montre quand même un point de vue. On est venu, on a intégré 3 maisons, dont une qui se met en retrait. Donc on travaille beaucoup avec le vide, et en fait la manière dont on s'intègre avec le contexte, c'est soit le contexte rentre à l'intérieur, soit ça se passe sur la peau, ou soit c'est quand on intervient, on modifie le contexte. Et donc là, en l'occurrence, on a mis une poche verte dans cette rue, qui devenait du coup plus végétalisée, plus voilà, les enfants venaient, il y a des arbres plantés, et c'est vraiment ce vide qui a généré du coup une identité à cette rue où les enfants pouvaient venir faire du skate. Enfin voilà, ça devenait plus humain. Donc c'est aussi à nouveau comment redonner de l'usage, pas seulement dans la maison, mais aussi à l'extérieur. Et donc là, c'est l'inverse, c'est vraiment un autre sujet. Il y a un projet, on est dans un intérieur de jardin, il y a un super arbre qu'on voit pas forcément là, mais on le devine sur le côté. Comment ? Ouais, dans le reflet aussi, surtout. Et en fait, l'idée, c'était vraiment, là pour le coup, il y a un bel arbre, alors on se plante devant et on va essayer de le faire rentrer à l'intérieur. Et donc on a créé une cage d'escalier centrale qui était très vitrée et qui reprenait l'idée de l'arbre, des branches. Et voilà. Et donc il y a l'escalier qui est dedans. Et en fait,
quand on monte l'escalier, on monte un peu dans les branches. Et donc voilà, on laisse passer la lumière, on laisse passer le temps et l'ombre qui défile et qui marque le temps. Voilà, donc l'escalier très fin, très en métal, un peu suspendu avec des pétales. On le voit là sous un autre point de vue, un autre angle. Et puis le concept, c'était vraiment une fois qu'on a une feuille en été, bon, l'automne, elle enlève sa peau et on ne voit plus que ces veines, c'est voilà ce qui alimente la sève. Et donc c'était aussi prendre cette image de plante et la planter sur la façade. Voilà, donc le concept est là et on grimpe dans les arbres. Voilà. Donc on va revenir un peu sur... Ouais, on voulait juste faire un dernier chapitre donc qu'on a appelé matière versus immatière pour dire qu'en fait, au départ, comme on travaille souvent sur des petits projets avec des budgets assez limités, on a vite eu une palette de matériaux assez réduite. Donc on a travaillé rapidement juste avec le BA13, les catalogues de l'enduit, le catalogue de fenêtres de chez Lapeyre pour les fenêtres standards, les carreaux 10-10, etc. Et donc on a appris à travailler avec cette palette réduite. Et on a aussi appris à faire des détails du coup de plus en plus simples et à abstraire en fait ces matériaux. Et donc ça nous a ouvert en fait sur autre chose qui est en fait l'immatière, c'est-à-dire on prend en fait ce qui est disponible, ce qui est gratuit, c'est-à-dire la lumière, les vues, le vide et en fait nos projets en fait vont se consacrer beaucoup à aller rechercher en fait comme là en fait c'est une maison où on a des grands cadrages alors qu'on est dans un milieu urbain qui est très très fermé, on a des vues qui vont nous emmener, qui vont nous permettre de voir loin. Voilà. Ouais, là c'est juste pour vraiment pour terminer sur un détail. Ça c'est un appartement haussmannien voilà à Paris. Quand on parle même de détail, c'est-à-dire que là on a toute une partie de rangement. On les abstrait, donc on les absorbe dans l'épaisseur du mur, on les fait disparaître. Avec le système push and pull que beaucoup de personnes connaissent, ça abstrait, on n'a plus besoin de poignées. Et en fait, là, on a juste dessiné une courbe ici, et puis qu'on voit à nouveau de l'autre côté, sur l'autre point de vue. Et en fait, ces courbes, c'est le meuble qui s'abstrait. Par contre, pour autant, il prend une forme. C'est toujours très léger. C'est vraiment là on avait monté quelques angles sur la surélévation. Là, c'est juste une courbe. Et du coup, cette courbe, elle épouse et elle forme un espace. Et voilà. Donc, en fait, le meuble, il n'est pas là pour exister. Comme on n'avait pas toujours des projets où il n'y avait pas moyen de mettre de matière, du coup, on s'est concentré sur autre chose. Et donc, le meuble, il est là pour s'abstraire et pour mettre en valeur une forme et surtout un espace, un vide, une vie, enfin, un usage. Voilà, donc c'est tout. Et donc, c'est un peu le logo Maurice Metz. Voilà. Plus on en met, plus c'est le bordel. Les formules comme ça marche toujours. Hein. Je voudrais revenir justement sur le boulevard de la Villette. Ce qui est intéressant, c'est le travail sur la densité, avec cette situation intermédiaire que vous avez très bien définie. Donc, vous avez fait un bâtiment éphémère. Vous êtes dans une situation d'entre-deux. On se souvient de MVRDV à Rotterdam sur le Blue Village, il l'appelait comme ça, le Hidden Village. Donc justement, qui était une réflexion sur cette densité, c'est-à-dire le plafond, c'était dans un périmètre UNESCO, on pouvait plus construire et justement au moment où il y avait encore des possibilités, il faisait valoir qu'on pouvait faire pousser le bâtiment. En fait, vous êtes dans la même stratégie d'impossible, mais ça ne fiche pas la situation. C'est ça qui est assez intéressant dans votre projet. Ah, tout à fait. Non, mais c'était absolument l'objectif. C'était de... On t'entend pas. Ça marche ? Oui, ça marche. Voilà. Non, l'objectif était effectivement de pouvoir réaliser là le complément qui convenait, tout en sachant que demain, donc, ça pourrait éventuellement évoluer. Voilà, donc
peut-être ajouter quelque chose, mais non, mais j'avais. Mais vous aviez imaginé d'autres faisabilités, c'est-à-dire une sur... Non, pour des raisons économiques, parce qu'on va parler d'économie. Non, mais très vite, la question, elle était vraiment sur ces 90 mètres carrés dans ce budget, donc on n'a pas rêvé. D'accord. On a rêvé? Si, on a rêvé à ça. Non, mais c'était bien, mais... Non, mais c'était la question, c'était celle-ci. On a essayé de lui en poser une autre, mais ça n'a pas marché. Voilà, toujours plus. On s'est dit, finalement, ce serait mieux de faire 500 mètres carrés plutôt de 90, mais en fait, ça n'a pas marché. Ouais, au départ, c'était pas pour faire plus, mais c'était aussi en voyant cette dent creuse, il y avait aussi la nécessité de répondre à des besoins importants au centre de Paris. Donc, on s'est évidemment, dans la première discussion avec notre client, qui est devenu un ami, parce que c'est des projets où on est toujours très proche aussi dans les discussions, c'était de lui dire, bon, il y a quand même le potentiel pour faire plus. Alors avec des complexités, parce que cette petite surélévation légère permettait de ne pas toucher la structure existante du bâtiment, parce que les poteaux-fontes étaient suffisamment dimensionnés pour recevoir une toiture qui n'était non accessible en toiture accessible. Mais après, évidemment qu'on aurait souhaité, pour une question, on va dire, éthique, mais aussi de plaisir de répondre à cette question de densité à Paris, faire un projet plus ambitieux, mais du coup qui nécessitait beaucoup plus de démarches de sa part et plus complexe aussi. Donc après, la forme et la simplicité du projet, elle était issue du budget qu'il avait, qui était un petit budget par rapport à la question qui était posée, qui était un petit budget, et du coup la forme et le système constructif est devenu assez évident. Je ne sais pas si on... C'est 450 000 euros. Non, pas du tout. C'est 150 000. Dans Paris, hors terrasse. Non, mais c'est pas très cher. Hors terrasse. Ah, c'est une bonne question. Mais ça, il faut lui poser. Je sais pas. Oui, je pense qu'il a négocié les choses. Mais de toute façon, il n'est pas propriétaire, il en a un usage. Donc tout est aussi fait pour que les choses puissent évoluer dans le temps. Donc voilà. Et dans ce projet, la terrasse n'est pas partagée avec les autres locataires de l'immeuble ou... Alors, il aurait pu avoir ce projet-là. Mais absolument. Il aurait tout à fait pu, mais il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait parce que l'unique accès au départ, historiquement, était depuis son appartement. D'accord. Et donc, c'était pas une toiture qui était accessible. Mmh. Et donc, elle ne l'était pas structurellement, tout à fait. Le rapport au patrimoine, parce que c'était la valorisation du patrimoine, relations et autres. Quand on a vu le travail qu'on fait à Berlin avec cet artefact, cette fameuse sur les conseils de l'Hécatombe vassale, et cette serre, appelons-le comme ça, ce logement serre, avec des conditions extrêmement spartiates, avec cette usine du début du siècle, c'était assez intéressant de voir comment on posait. Donc la question de poser quelque chose, est-ce que vous aviez imaginé une série avant d'arriver à cette forme? Est-ce que vous étiez passé par des hypothèses différentes ou est-ce que tout de suite cette histoire est venue comme une évidence? Non, c'était assez évident en fait. Donc on ne s'est pas trop posé la question, mais l'histoire au départ, c'est que cette forme-là, donc c'était une forme simple pour répondre à tous ces paramètres que nous avons exposés tout à l'heure. Mais au départ, la matérialité était différente dans notre tête. En fait, c'était un lever de soleil sur Belleville. En fait, c'était ça l'idée. C'est joli. C'était poétique. Après, l'économie du projet nous a rattrapés. Et les premières esquisses étaient bien plus ambitieuses en termes de matérialité. Et en fait, à la fin, le projet s'est asséché tout au long du processus pour arriver à des matériaux qui s'expriment tels qu'ils sont, une mise en œuvre ultra simple. Et quelque part, ça nous a aussi convaincus. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui... on ne refera peut-être pas ce qu'on avait imaginé faire au départ. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose de très intéressant pour nous dans l'assèchement de ce projet, qui est vraiment, pour le coup, tout bête, quoi. Assèchement ou rationalisation? Oui, rationalisation. Non, parce que... Mais on prend... Mais l'exemple, c'est que quand on voit les photos avec ce complexe isolant
qui était finition bois, intérieur-extérieur, polystyrène entre les deux. On avait imaginé dans le projet à la base d'avoir une voûte lisse, blanche, qui pouvait renvoyer encore plus la lumière. Le bois, c'était pas nécessairement une... Enfin, nous, on n'est pas pro-bois. Le bois, il s'est imposé à nous pour 1000 raisons. C'est-à-dire, au départ, on voulait effectivement un projet monté à sec, donc on pensait au métal. Mais le métal, c'est ultra compliqué. Avec tous les ponts thermiques, les détails sont très, très complexes, et c'est très cher. Et c'est lourd. Donc à un moment donné, le bois est venu, et avec le bois, des épaisseurs, donc habiller l'intrado avec des poutres en lamellé collé, qui font 40 cm d'épaisseur, ça ne marchait pas. Puis il n'y a plus rien de marché. Et du coup, on en est venu vraiment à désosser ce système-là, à dissocier la superstructure de l'élément isolant, de la couverture. Mais les choses étaient vraiment encore plus simples, évidentes. Donc voilà. On va revenir, et puis il va y avoir des questions tout à l'heure. Pour arriver à Montreuil, alors ce qui est flagrant, c'est quand même, je parlais tout à l'heure de banalité, voire d'hyper-banalité de cet immeuble. C'est vrai qu'il est dans une sorte de marronasse. On pourrait même parler ou peut-être d'un impermastique, comme on dirait dit à une certaine époque. Et puis, c'est vrai que je ne savais pas que c'était votre projet. Et un jour, j'étais avec Feistinger, je me souviens, et j'allais le voir à l'agence, et j'ai tout de suite remarqué ça. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est le travail sur la singularité. Je dis, tiens, il y a quelque chose qui déroge, et on a bien compris. Et après, j'ai cherché qui avait pu faire ça. C'est comme ça qu'on est arrivé à vous. Mais déjà, la première chose, c'est qu'on le remarque de la rue, mais d'une manière... j'ai bien insisté sur le non spectaculaire tout à l'heure. Je trouve ça assez fin, comment vous décalez les choses très subtilement. Et c'était très bien de montrer comment vous avez irrigué de lumière tout le salon que vous auriez souhaité. En haut, là aussi, le rêve, hein, le souhait, tout ça. Et puis finalement, le réel vous ramène assez vite. Alors là, dans le rapport aux valorisations du patrimoine, on peut dire que vous, comme diraient en mauvais français, upgrading, là, vraiment. Hein, donc l'immeuble, ça y est, a pris une valeur incroyable grâce à vous, non ? Oui, c'est vrai que c'est comme la surélévation, elle est à la fois simple, mais c'est à la fois très logo. C'est frappant, et donc c'était vraiment cette volonté, à travers la surélévation, de pas seulement mettre la surélévation en valeur, mais aussi l'immeuble, et de par le fait tout simplement de respecter son ancienne forme. C'était symboliquement, c'était vraiment se prendre appui sur lui, et du coup avoir une vraie relation. Je ne sais plus s'il y avait eu l'idée de ravaler, ou je ne sais plus s'ils n'ont pas évoqué à un moment donné ce qui n'aurait pas du tout... en fait, c'est beaucoup mieux comme ça. On est bien d'accord. Heureusement qu'il n'y a pas eu un enduit de finition sur toute la façade. Le contraste joue en votre faveur, c'est sûr. Très, très nettement. À l'inverse, on voit justement, parce que la surélévation est un peu immaculée, très blanche, on voit justement d'autant plus les défauts de l'immeuble existant, et c'est toujours ça, c'est un peu la belle et la bête. C'est toujours l'un qui met en valeur l'autre et qui supporte qui. Donc c'est vraiment une histoire. Et donc c'est vrai que le fait de ne pas avoir eu de ravalement, que les personnes qui avaient les appartements en dessous n'avaient pas d'argent pour le faire, ça tombait très bien. Et après, avec Agathe, on en a discuté. Il est question qu'il y ait un ravalement. Et donc Agathe, avec ses autres propriétaires, ont décidé, si un jour ils arrivent à le faire, puisque c'est en projet, parce que l'immeuble est vraiment en mauvais état, donc il faut le faire, mais qu'ils respectent cette bicolorimétrie. Alors ce qui est frappant aussi, c'est à Montreuil, sur ce boulevard, c'est l'éclectisme. On peut dire qu'il n'y a franchement pas un bâtiment pareil, mais ça, à la limite, pourquoi pas, mais même les échelles, il n'y en a pas une pareille. C'est incroyable, on a l'impression que c'est un champ d'expérimentation, là, pas vraiment contrôlé au fil des décennies, mais que ça donne justement un paysage assez unique. Montreuil, ça vous a inspiré pour faire ce contexte ? C'est surtout qu'en fait, à Montreuil, tout est permis, quoi. Parce que, comme vous dites, il n'y a pas de... Non, c'est vrai. Oui, voilà, il n'y a pas de...
Ouais, Vincennes, c'est juste à côté, et Vincennes, c'est une ville, elle est figée, quoi. Donc là, à Montreuil, en fait, les PLU, ils changent régulièrement, donc les hauteurs changent régulièrement, les emprises au sol également. Enfin voilà, donc et donc en fait, on est assez, enfin oui, on est assez. C'est une ville qui est assez libre, hein. Du coup, bon, ouais, on peut proposer. Oui, bien, et puis aussi par rapport à ça, c'est que pour revenir sur la thématique du XS, c'est que, bon, Montreuil, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a notamment, enfin, c'est pas Alvarado, c'est CISA qui a requalifié le centre de Montreuil, donc avec un nouveau théâtre. Le projet des murs à pêche, c'était il y a plus de 20 ans. Hein. Voilà, donc il y a vraiment des grosses interventions qui sont arrivées sur les 10 dernières années à Montreuil qui ont vraiment requalifié la ville. Mais au-delà de ces gros projets urbains qui sont super, hein, qui vraiment apportent beaucoup de choses à la ville, il y a, on le voit sur tout Montreuil, plein de petites interventions XS qui sont énormes. Nous, on a un peu trusté un quartier qui s'appelle le quartier de la solidarité, enfin voilà, où on a fait plein d'extensions. Donc on n'a pas pu présenter les images parce qu'on n'a pas eu le temps de les bosser. Enfin, elles n'étaient pas terminées pour ce soir. Dommage, mais en tout cas, nous, on intervient énormément sur ce quartier-là. Et il y a aussi d'autres architectes qui interviennent énormément sur ce quartier-là. Il n'y a pas de concurrence du tout. Chacun s'exprime. Et en effet, c'est cette multitude de choix, de propositions. Et on voit qu'en fait, c'est un raz-de-marée. C'est dommage qu'on n'ait pas fait cette image parce qu'en fait, on voit que, OK, il y a des grands plans directeurs qui donnent une direction et qui imposent un style et de manière un peu hégémonique. Et là, en fait, on se rend compte que point par point, c'est du pointillisme, et point par point, la ville se transforme, se superpose, et ces histoires de strates, d'histoire, elles sont vraiment visibles et c'est super. C'est vraiment super. Pour parler de budget et donc de choix constructifs qui va avec, là aussi, tout de suite, la solution que vous avez choisie, elle est venue évidente ou vous aviez imaginé plusieurs choses et qui ont dû se réduire, voire s'assécher, pour reprendre le mot? Oui. Alors, l'assèchement, nous, c'est vraiment dès le départ. C'est notre choix. Voilà, on vous le dit à tous. C'est vraiment une démarche. Maurice Metz, c'est vraiment, plus on en met, plus c'est le bordel. On a toujours travaillé sur des projets très économiques, avec des individuels, où voilà, c'était juste refaire une pièce, ouvrir un mur porteur. On n'a pas de thunes, et comment on fait pour faire simple? Donc, placo, enduit, châssis à lui, et puis basta. Donc, notre matière, elle est venue le vide. Et donc, l'assèchement est devenu le départ, et on a vraiment après cherché à réduire notre palette de matériaux encore plus, parce que ça nous plaisait en fait. On s'est aperçu qu'on avait vraiment quelque chose de gratuit. Autant le placo, ça peut coûter cher, autant l'espace, la lumière, c'est open bar. Et donc voilà, cette pauvreté, elle répond aussi à une commande à chaque fois près de ses sous, et qui est normale. Et voilà. Donc nous, on a trouvé notre esthétique à travers cette pratique. Oui. Et en fait, dès le départ, en fait, avec le client, on aborde tout de suite la question du budget, qui est essentielle dans ces projets-là. Et donc, on donne une moyenne et on dit, bah voilà, une surélévation, ça va vous coûter ça en moyenne. Une rénovation, c'est plutôt surélévation 2500 € du mètre carré, voilà. Rénovation, on dit plutôt 1005, enfin voilà, et puis on voit les yeux tout ébobis de nos clients et on dit vous faites le compte et nous on vous fournit les mètres carrés, quoi. Mais du coup on travaille tout de suite avec le budget pour éviter les surprises par la suite. Oui, alors vous êtes pas, il n'y a pas d'assèchement en fait là, c'est une volonté vous êtes sur une ligne de frugalité, on dirait. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Bien, on va prendre quelques questions, puis Alors, qui voudrait aller à Montreuil ou bien sous le boulevard de la Villette? Qui voudrait développer quelque chose? Un scénario, car on a bien compris que chaque projet est un scénario spécifique, ça qui est formidable dans ces deux expériences. Qu'on ne peut pas les reproduire, à vrai dire, hein. C'est là et pas ailleurs. Oui, allô? Oui. C'est deux projets qui ont pas mal de points communs, qui sont sur des petits immeubles. En région parisienne, il y a des milliers de mètres carrés de disponibles sur les toits, la Pure qui a fait des études, et en fait ça avance très peu, parce que le principal frein c'est les copropriétés, et vous,
ces deux projets très intéressants parce que c'est des tout petits immeubles. C'est aussi pour ça que je vous demandais comment, à la Villette, il avait fait. Il a racheté effectivement le toit. On est obligé d'en passer par là. Sur les grosses copros, ça avance pas. Il y a très peu de projets qui sortent. Ouais, d'ailleurs, c'est pas le cas qu'à Paris. Hein. Lynn donc est suisse. Elle enseigne à Genève. Donc ça fait des années qu'ils ont légiféré pour que la ville puisse se développer par les principes là, de surélévation. La Munière avait fait à la gare Cornavin son hôtel qui était vraiment précurseur de toute cette, de cette période. Et le bilan, il n'est pas extraordinaire parce qu'effectivement, c'est très compliqué. Donc il faut sans arrêt inventer d'autres moyens de densifier la ville. On peut faire des surélévations quand c'est possible. Et puis il y a peut-être d'autres moyens, la conversion de bureaux en logements, etc. Ou densifier la ville depuis l'intérieur, restructurer les logements. Bon, ça c'est des réflexions nous qui nous animent en plus de la production qu'on a. On est complètement dans ces problématiques-là aujourd'hui. Autour de la stratification des villes, leur densification, leur adaptation aux nouveaux modes de vie, et essentiellement sur ce qui existe déjà. Donc la transformation du support, la manière dont on va l'occuper, les nouveaux usages. La question qui est soulevée là, elle est fondamentale. C'est que la copro, si on ne trouve pas, si elle n'est pas dans une démarche de projet, ce qui est rarement le cas, déjà ça part mal, comme on dit. Donc, il y a les commissions des sites, les copropriétés qui ne s'entendent pas, il y a beaucoup de freins. Ouais. Beaucoup de freins. Alors, j'imagine, petit incident, puisque vous travaillez à New York aussi, avec l'agence, c'est pas du tout le même contexte. Là-bas, il y a les air rights, on peut négocier, reporter de l'autre côté et autres. Il y a beaucoup plus de liberté, de flexibilité à New York, même sur des petits projets, si tant est qu'il y en ait, des petits projets. Oui, non, c'est ça se passe comme ça. Effectivement, on peut racheter les droits, monter plus haut. Mais bon, nous, on n'a pas une énorme expérience là-bas, donc... Mais il y a des petits projets. Celui qu'on réalise à New York, c'est un petit projet. Comparé aux tours qui sont... Il est secret ou il est... Non, il n'est pas secret. Non, mais c'est... C'est quel endroit? C'est sur Church Street, donc Tribeca. Cherchez tous Church's Tribeca. Voilà. Non, mais c'est un immeuble, c'est un grand immeuble pour nous. Mais pour New York, c'est ce qu'ils appellent un low-rise building. Donc c'est vraiment la basse échelle des constructions. Il fait 12 niveaux, et il y a 5000 mètres carrés. Mais c'est vraiment, du coup, c'est une sorte de belvédère inversé. C'est-à-dire qu'on est au cœur d'un canyon de tours qu'on perçoit depuis le cœur de la ville. Donc ça, c'est une situation intéressante pour nous, qu'on a conceptualisé. Sachant qu'on était parti aussi, le travail formel, là en l'occurrence, il nous était quasiment imposé, puisque aux États-Unis, quand on démarre un projet avec des promoteurs qui veulent pas perdre 1 mètre carré, il y a des bureaux spécialisés qui définissent finalement des silhouettes constructibles qui correspondent à des mètres carrés très rentables. Donc du coup, on est arrivé, le premier jour, il y en avait 5 sur la table, et en fait on en a choisi une qui nous paraissait la plus porteuse pour développer un projet. Donc en fait, ce projet, par exemple, est une forme héritée. C'est-à-dire qu'on hérite d'une situation qu'on essaie de valoriser au maximum. Donc toute cette histoire de pouvoir sortir dehors, voir ce paysage, il y a tout un petit récit autour de ça. Bon, c'est intéressant. Très bien, on va refermer la page New York pour revenir à Paris et prendre d'autres questions. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir ce travail sur la densification de la ville en permanence. Autre intervention? J'en vois 2 là-haut. Attendez, on va vous faire passer un micro. Bonjour, merci pour vos présentations, c'était très intéressant. Moi, c'est une question pratique, toujours par rapport aux copropriétés. Justement, quand les bâtiments sont habités, ou anciens, comment vous faites pour accéder aux parties communes, aux structures existantes, pour pouvoir vous permettre de calculer les descentes de charges et les fondations C'est une question pour vous, ça. Je la sens bien.
Alors bonsoir, merci pour la question. Donc oui, c'est une question très technique, très terre à terre, mais qui est essentielle parce qu'en effet, il y a tout ce côté légal quand on parle de copro, et en effet, si on n'a pas l'accord le quorum et la majorité de la copro, même si on a normalement la toiture nous appartient, on n'a pas le droit de le faire puisque c'est quand même, il faut avoir un accord. Donc ça, c'est le côté juridique. Et donc, en effet, sur la problématique de la surélévation en ville, il y a, je pense, matière à travailler sur le côté législatif, parce que sinon ça va pas évoluer aussi vite qu'il y en a besoin. Après, il y a vraiment ce côté technique qui est aussi de la faisabilité. Donc, il y a toujours une étude de sol qui est faite au départ pour savoir quelle est la nature de sol, qu'est-ce qu'elle supporte. Il y a une étude de fondation aussi, et donc on voit en fonction des deux paramètres si les fondations sont suffisamment fortes pour voir ce qu'elles peuvent porter. Et donc, en l'occurrence, si elles le permettent, très bien, on y va. Et sinon, il y a des travaux supplémentaires qui sont des reprises en fondation et qui sont vraiment comme l'iceberg, c'est-à-dire que c'est la face non visible de l'iceberg, c'est ce qui aspire tout le budget, et donc du coup il n'y a plus de surélévation puisqu'on a tout mis dans les surélévations, dans les fondations. Donc en effet, ce point technique, il est là. Après, typiquement sur notre projet à nous, le poids du plancher qui était en plâtre, qui était vraiment plein, donc qui était énorme, la toiture, la charpente qui était une grosse charpente, toutes les souches de cheminée qui étaient très grosses, la tuile, c'est des matériaux très lourds, anciens, voilà, on est avec des choses un peu lourdes. Et en fait, le fait de retirer cette matière et le fait de mettre la surélévation donc en bois, parce qu'on ne l'a pas exprimé le bois là, mais elle est aussi en bois, aussi pour des raisons d'intervention très rapides, parce que là, en 3 jours, c'était monté. Donc rue de Paris, c'est une des plus grandes artères de Montreuil. Mais donc, ce type de construction était très léger, et en fait, on arrivait à un calcul légal, parce que les fondations ne pouvaient pas supporter plus que ce qui existait. Donc, grâce à ça, le poids qu'on a enlevé, on l'a remplacé. Merci. Il y avait une autre question, je crois, là-haut. Non, j'avais cru voir un... Est-ce que vous allez faire visiter ces projets genre architecture à vivre ou pas l'an prochain peut-être, que vous ne proposez pas cette année? Oui, voilà. Voilà, le client a plaisir à faire visiter, donc c'est pas fermé. Et pour nous, c'est pareil. Je crois qu'Agathe, elle est vraiment très ouverte à faire visiter. On a eu déjà l'occasion de le faire sur les journées du patrimoine, je crois, portes ouvertes 2. Ouais, par le CROIF. Ouais, avec le. Et puis après, il y a eu aussi les journées du magazine à vivre. Et à chaque fois, on a loupé le coche. Voilà, mais en tout cas, l'année prochaine, on vous prévient. Attendez, madame, et puis après, ce sera vous. Oui, moi, une question très naïve. Vous avez parlé des difficultés liées aux réticences que peut avoir une copropriété là où le projet pourrait se réaliser. Moi, je pense que, il peut y avoir, j'imagine, il peut y avoir aussi des réticences de la part des immeubles voisins, parce qu'une surélévation, ça veut dire effectivement un changement dans l'ensoleillement, dans la luminosité dont bénéficient les immeubles voisins. Je pense qu'à Paris, qui est une ville d'une très grande densité immobilière, ça peut poser aussi un problème grave, et donc produire des refus, pas seulement de la copropriété directement concernée, mais peut-être du voisinage. Est-ce qu'il y a des, je ne sais pas, vous avez eu dans vos interventions des problèmes de cet ordre? Ça arrive d'avoir des refus, mais il y a quand même un règlement d'urbanisme qui définit des capacités. Donc une fois que...
Bien sûr que si, mais... Si, bien sûr que si. Oui, mais en tout cas à Paris, il y a un système assez simple qui dit que dans une bande de 20 mètres, en gros, on va dire couramment dans Paris, à partir de la rue, il y a une bande de 20 mètres en profondeur dans la parcelle sur laquelle on a le droit de construire, en fonction du secteur, la totalité de la profondeur, à l'exception d'un pourcentage qui doit rester à l'air libre. Au-delà de cette bande, en fonction des mitoyens, en tout cas des riverains qui sont autour, il y a des règles de prospect, qu'on appelle des prospects. Les constructions doivent se reculer de telle manière à ce que l'ensoleillement vienne. Donc dans ce volume-là, a priori, il n'y a pas de problème. Et ceux qui sortent, mais c'est direct, ils sont recalés. C'est qu'en fait, il y a un règlement, donc on le suit. Après, on peut dire, voilà, les matériaux que vous utilisez ne sont pas les bons, l'insertion est catastrophique en termes de tout ce qu'on veut, architectural, mais quand on est dans les purs, si j'ose dire, il n'y a pas de problème. Et c'est prévu quand même pour ensoleiller au plus les cœurs d'îlots. Dans le projet qui nous concerne, la surélévation était la plus éloignée, là où on l'a positionnée par rapport aux voisins. Mais c'est une bonne question parce qu'on a un autre petit sujet de surélévation, toujours dans le quartier. Il faut croire que... et là, c'est dans une toute petite cour avec un voisinage extrêmement proche. Et donc, les clients en question ont souhaité qu'il y ait une discussion avec tous les voisins, même si on était dans l'autorisation du gabarit. C'était pour des questions de lumière, de voisinage. Ils ont présenté les matières avec lesquelles on souhaitait réaliser la surélévation, les formes géométriques à travers des petites maquettes qui permettaient d'appréhender le volume. Et donc je pense qu'il y a aussi cette sensibilité-là de discuter du projet et de savoir, même si on reste dans des acceptations en termes urbaines, quel est le rapport avec le voisin. Mais ça dépend des contextes aussi, à chaque fois. Monsieur. Oui, bonsoir. Donc sur la question du budget, notamment sur le projet de Montreux, j'ai bien entendu que vous avez parlé de 2500 € du mètre carré. Ouais. D'accord. Et alors? C'est quoi votre avis? Et c'est beaucoup? Non, je trouve que c'est pas mal. C'est beaucoup? Non, c'est pas beaucoup. Non, mais c'est vrai c'est vrai qu'avec en fait, plus le projet est petit, plus le prix forcément va augmenter. Donc sur des surélévations, en effet, de 40 mètres carrés, où on peut arriver en effet à 3000, voire 3500 € du mètre carré. Mais là, on avait aussi, enfin, c'était très cheap et on essaye aussi enfin, c'est généralement le coût qu'on donne malgré tout et après on essaye de tenir, ça. Mais c'est vrai que c'est pas énorme. En fait, c'est aussi une bataille pour nous de proposer des prix pas trop gonflés. Bon, d'une part parce que ça fait partie de notre démarche et puis surtout ça permet de développer plus de surface parce que si on a un budget de 250 000 €, on peut construire 100 mètres carrés. Et dès qu'on dépasse un prix, c'est forcément on construit moins de surface et donc le client y perd. Et donc on ne veut pas faire de l'architecture riche ou qui développe non plus trop qui est trop somptueuse ou trop luxueuse parce que ça serait au détriment de l'usage et d'une capacité de surface. Donc ça c'est primordial aussi pour nous de rester toujours sur des prix très bas. Voilà. Et quel est le poste sur lequel vous arrivez à être le plus performant, entre guillemets? Je peux citer un exemple, par exemple. La menuiserie, les fenêtres, en fait, on a fait un projet où on a commencé à dessiner des choses. Et puis, donc le permis de construire a été accepté, tout va bien, on fait une consultation d'entreprise, et puis c'est infructueux, quoi. Et donc on a redessiné, c'était un peu au départ. Et donc quand on a parlé tout à l'heure d'éléments standards des fenêtres de chez Lapeyre, on a recomposé la façade qu'avec des éléments et on les a disposés de manière à retrouver en fait ce qui avait été dessiné sur le projet au préalable. Et on a fait une économie de 23 000, enfin de l'ordre de 25 000 € rien que sur ça. En fait, le double de nos honoraires. Et en fait, c'est vraiment une démarche, c'est-à-dire que quand on prend un architecte, on ne se rend pas compte du boulot qu'il va fournir et l'économie qu'il va vous faire. Et donc, en effet, sur ces démarches-là, on voit que on peut gagner. Et en fait,
quand vous posez la question sur quel poste, c'est juste un exemple, mais en fait, cette rationalisation même de la structure, on est sur des standards, c'est 5 ou 6 mètres des poutres, ben on fonctionne avec ça. Et c'est aussi bien parce que ça donne des contraintes et c'est ce qui, du coup, se révèle dans le projet. C'est ces contraintes-là. Et en fait, si on passe à 7 mètres, ben c'est le double. Donc voilà, il faut intégrer un peu la pratique et ce qui est proposé dans tout ce qui est standard, quoi. Youssef Tomé. Moi, j'ai une question. Je trouve votre démarche très humaine, très intéressante, mais je reste un peu sur ma faim parce que vous parlez d'usage, mais on ne voit pas Agathe, par exemple, après. Qu'est-ce qu'elle est devenue, comment elle vit. On voit que des images de l'extérieur qui montrent des formes qui ne sont pas liées à l'usage. Ouais. Donc, il y a un peu quelque chose qui n'est pas encore montré. Oui. Dans votre Complètement, parce qu'on a vraiment voulu parler de la forme qui suit l'usage et pas de l'usage, même si les photos qu'on a prises avec le photographe, c'était avant que Agathe s'installe, parce qu'on connaît bien Agathe, qui devait être là ce soir et qui aurait pu parler, mais peut-être qu'elle est dans son hamac, justement, dans l'appartement. Et en fait, c'est après les photos n'auraient pas pu être... Enfin, c'est le côté un peu archi, mais en effet... c'est vrai que... Oui, parce que c'est dommage, parce que toutes les formes que vous avez montrées, c'est des formes qui ne sont pas liées à l'usage. C'est-à-dire qui sont une découpe qui est liée à l'ancien bâtiment ou par rapport à votre logo, mais qui ne sont pas liées à l'usage. Donc, c'est-à-dire, vous nous amenez dans un terrain qui est intéressant, et après, hop... Oui, mais parce que en fait, c'est pas que le sujet. C'est pas que le sujet, parce que nous, c'est vraiment ce qui nous intéresse, même si on a mis l'accent sur la forme, et merci de le dire. Mais... Parce que je trouve intéressant, c'est tout. Ouais, mais en définitive, on commence avec des gens, des visages. Vous parlez d'Agathe, pas de clients. Ouais. Et tout d'un coup, on voit plus rien. Donc... Agathe aurait dû être là ce soir, et bon, elle n'est pas venue. Je sais pas pourquoi. Mais elle aurait pu vous répondre sur le fait qu'elle est certainement heureuse et que la forme, enfin, pour ce projet, ouais, parce qu'il est intéressant, c'est-à-dire, moi je trouve qu'on n'a pas à justifier une forme, et donc votre approche au début de dire on n'est pas formel, on est à l'écoute, et en même temps vous faites à l'inverse de ce qu'elle veut, c'est un peu bizarre. Ah non, on n'a pas du tout fait l'inverse. Non, mais au début, vous mettez le séjour en haut. Donc, si vous êtes à l'écoute, vous vous trompez pas de séjour. Non, mais c'est pas une critique. Non, mais alors là, non, là, c'est pas possible. Pardon. Non. En fait, c'est parce qu'on est dans le dialogue justement, et donc dans un dialogue, il faut forcément que voilà, il puisse y avoir du répondant. Et donc, le fait de proposer ces d'autres choses, c'est justement pour aussi le définir. Oui, mais on ne le voit plus après, donc c'est tout. Non, mais juste sur ce sujet-là, en fait, ça nous arrive plein de fois qu'on propose des trucs et même si on est à l'écoute, parce que justement, en fait, c'est aussi parce qu'on propose quelque chose que la personne peut se mettre en situation et se dire « Ah mais non, mais attends, mais pas du tout, mais moi je veux absolument pas ça ». Et donc, c'est comme, enfin, en fait, là, ce qu'on a présenté, c'est plus la démarche, voilà. Je comprends, et je vous embête exprès parce que... Oui, bah, c'est pas très gentil. Non, mais parce que le discours et la démarche, elle est humaine, on la sent, mais sauf que moi, ce que je n'aime pas juste un peu, c'est de se situer au début en disant, voilà, nous, on n'est pas dans la forme, nous, on est less is more, nous, on veut un petit budget, c'est-à-dire... Pourquoi on veut des petits budgets? S'il y a des gros budgets, c'est tant mieux. C'est-à-dire, vous serez content et on sera content. Ah non, mais c'est que nous, on n'a pas le choix. Hein. Nous, on n'a pas le choix. D'accord. Hein. Ouais. Donc, mais bon, l'Hackathon et Vassal travaillent sur des grands projets et pour autant, ils ont toujours la même démarche d'économie et de gagner de la surface. Oui, c'est ça. Je voulais. Donc, c'est pas une question d'échelle. Vous êtes dans cette idée-là ou... Oui, complètement. D'accord. On est dans les purs, dans l'effet de gagner un maximum de surface avec un minimum de matériaux. Enfin voilà, ça c'est clair. C'est ce que je voulais comprendre. Parce que c'est un peu... Mais en fait, un projet, enfin là, on a accès. Mais après, un projet, en fait, on pourrait en parler sur différents angles de vue, d'attaque. Et des fois, peut-être que c'est des mélanges un peu hasardeux ou qui s'aboutent pas forcément. Mais disons qu'il n'y a pas une ligne directrice malgré tout. Et on a choisi de parler sur cet angle-là
qui est en effet limité, mais bon, après, il y a tellement de choses à parler. On parlait de structure, de fondation, de législatif. Donc un projet, il est... Votre arbre, c'est super beau, mais c'est que formel. Et c'est super beau. Je trouve vraiment le projet. Alors, c'est pas que formel, puisque en fait, quand on monte les escaliers, on est dans l'arbre. Donc, ben non, mais c'est une manière de vivre. On monte un escalier dans une cage noire enfermée en béton, ou on monte un escalier en rapport avec l'arbre. Ben non, non, c'est des chambres d'hôtes. Ah, d'accord. Donc, on le voit pas. Ouais, bon, bon, ça, on va appeler le photographe et on le dira. Bon. Monsieur. Une question gentille, s'il vous plaît. Bonjour et merci à vous, aux deux groupements de votre présentation. Moi, je connais bien le projet de Montreuil parce que je passe très souvent devant et j'ai quand même une interrogation. Alors, j'espère qu'elle est quand même gentille, mes questions. Je me suis toujours demandé pourquoi finalement, alors qu'en plus il y a un retrait, pourquoi, alors j'ai bien compris c'était les chambres, mais pourquoi il n'y avait pas de terrasse ou de balcon qui avait été créé à ce moment-là? Est-ce que c'est une question de coût? Est-ce que du coup c'est une question de structure? Alors, en effet, il y avait le petit retrait qui a été observé, c'était vraiment pour mettre une verrière pour que, en fait, dans le salon, on puisse avoir le ciel et voilà, avoir un rapport au ciel, au vide. Et donc, c'était un choix à nouveau avec Agathe qui s'est fait. Parce que là, à cette proue-là, c'est son bureau. Et donc, on voit, il y a une fenêtre d'angle et qui donne la vue sur tout Vincennes, sur tout Paris. On voit Voilà, donc elle avait, si vous voulez, un espace extérieur de par le fait qu'on ait une fenêtre d'angle qui ouvre de manière panoramique. Et puis cette surface qui était assez limitée malgré tout, elle préférait en définitive dans la construction du projet que ce soit une verrière. Et après, l'idée de la terrasse au-dessus, encore plus, on aurait pu continuer l'escalier et arriver sur ce toiture-terrasse. C'est que là, il n'y avait vraiment pas le budget parce que c'est tout de suite 1 000 €, enfin, pour rester dans le budget. Si on fait une toiture-terrasse, bon, la construction c'est 2005, mais si on fait une toiture-terrasse, qu'on met l'étanchéité, le bois, les garde-corps et tout ça, on est vite sur 800 000 € du mètre carré. À 50 mètres carrés, bon, ça fait vite, je sais pas, 5 fois 1000, la moitié de 1000, ça fait 50 000, non? Ouais, 50 000 € la terrasse. Budget qui était vraiment... Voilà, elle a préféré mettre les 50 000 dans les chambres. Allô? Oui. Oui, j'aurais donc une question plus législative, puisque je vois que c'est une démarche très intéressante de densifier le bâti à Paris ou dans la région parisienne. Ça nous permet effectivement de combler toutes les dents creuses qu'on voit, les différences de hauteur entre les bâtiments qui donnent un aspect un peu hétéroclite. Donc cette démarche est très intéressante, mais je pensais qu'elle était déjà sur les rails et qu'elle était déjà bien réglementée et bien encouragée par les pouvoirs publics. Mais je m'aperçois qu'il y a quand même des freins très importants et essentiellement, d'après ce que j'ai compris, c'est surtout les copropriétés qui sont réticentes. Donc, est-ce qu'on a essayé d'analyser pourquoi cette réticence? Est-ce que la réticence, c'est justement parce qu'on a peur d'avoir une construction au-dessus d'un bâtiment qui va peut-être affecter la solidité, mais je vois qu'on est toujours entouré de bureaux d'études et qu'on fait des études de sol, des études de descente de charge. Donc, à ce niveau-là, les copropriétés doivent être quand même rassurées. Est-ce que c'est une histoire de jalousie? Comment ça se fait qu'un tel va surélever son appartement? C'est l'humain. Si c'est une question humaine, donc humainement, il suffirait de donner une compensation. Mais même sans compensation, on peut leur donner tout l'or du monde, que la jalousie dépasse l'entendement parfois. Mais bon, en général, quand c'est bloqué, c'est en effet, après c'est des groupements. Enfin, nous on travaille beaucoup sur la surélévation et donc sur des immeubles avec la copro. Oui. Même quand on est dans des appartements et qu'on ouvre un mur porteur pour agrandir la pièce de vie, il faut demander à la copropriété et c'est toujours un passage hyper risqué. Voilà, c'est le coupe-gorge assuré et donc des fois on passe pas et le projet est avorté. Même s'il y a une compensation. Mais même si, non, il y a vraiment, bon, et puis après, soit il y a des compensations, mais des fois, ça c'est des prix exorbitants, et des fois, il y a des jeux de pouvoir en disant, bon, on va refuser, comme ça, on va avoir un peu d'argent, et puis quand ils voient que la porte est ouverte, alors ils
il demande vraiment beaucoup et du coup c'est plus raisonné par rapport à la capacité d'un projet après. Donc est-ce que c'est pas justement là le rôle des pouvoirs publics de régenter tout ça, de le réglementer en disant tout individu, enfin tout copropriétaire a le droit de surélever et la compensation elle sera réglementée à tant d'euros par mètre carré et la copropriété ne pourra pas s'y opposer, sauf naturellement motifs légaux ou motifs valables. Mais s'il n'y a pas de motif valable, à ce moment-là, c'est régenté, c'est réglementé. Voilà, on vous donne tant et le problème est réglé. Et comme ça réglera le problème de logement à Paris. Et je pense que c'est une... Bon, après, à l'heure où la France accélère, elle accélère depuis quelques mois apparemment, non, il y a des promoteurs aujourd'hui qui s'intéressent spécifiquement à cette question, c'est-à-dire qui repèrent, en tout cas à Paris, ça existe peut-être dans d'autres villes, mais qui repèrent c'est vraiment un site comme le nôtre par exemple, c'est la Dent Creuse où il y a un bon potentiel. Et donc l'idée, enfin leur démarche, c'est vraiment d'aller voir donc l'ensemble des copropriétaires, de leur voilà, de dire on vous propose de faire des travaux, on va refaire tous les travaux chez vous, on va refaire les parties communes, si vous avez des choses à refaire dans vos appartements, on va le refaire. Donc en fait voilà, ils sont dans des initiatives de compensation. Bon après on peut pas. Est-ce que non, mais je parle au niveau des pouvoirs publics. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de, de réglementation en disant, par exemple, on va vous exonérer d'impôts, de taxes foncières pendant 10 ans? Mais oui, mais on va continuer comme ça. Mais de toute façon, à partir du moment où les grands groupes seront intéressés sur ces marchés-là, ça bougera peut-être. Aujourd'hui, bon, ça bouge pas parce que je pense que ça reste très confidentiel. Maintenant, les pouvoirs publics, ils ont aussi un levier par l'intermédiaire des logements sociaux. C'est là où les grosses expériences ont lieu. Ça a commencé à Boulogne, à côté de chez toi, il y a longtemps maintenant, puis ça continue beaucoup aujourd'hui. Il y a des opérations qui sont très réussies. Et c'est de plus en plus répandu. Mais effectivement, des pavillons sur des. Non, mais alors il y a des pavillons, mais ça c'est encore autre chose. Non, moi je parle vraiment d'un travail beaucoup plus, on va dire, très simple, que fait notre voisin architecte. Comment il s'appelle? J'oublie son nom. Voilà, qui a déménagé depuis, mais qui fait vraiment des extensions avec un vocabulaire faubourien, très simple. Et puis il crée des appartements, il crée de la surface à Paris, et puis il y a beaucoup d'opérations de ce type-là. Sans pour autant mettre des maisons sur des toits comme Édouard François, c'est à ça que vous faites référence. Mais ça peut exister aussi. D'ailleurs, ce soir c'est XS, mais on a fait XL aussi, avec des très grosses surélévations, notamment dans le 13e, rue d'Aviel, cet immense... ce grand ensemble des années 60, avec là des questions de copropriété et autres, et des questions techniques et non des moindres. Et si vous voulez, vous pourrez retrouver ce débat sur Internet très facilement, où cette question était évidemment posée, mais gérée par le bailleur, là, parce que pour le coup, voilà, c'était pas, il n'y avait pas des copropriétaires, c'était un bailleur. Ouais. Donc, plus facile. Déjà, puisque c'est lui qui maîtrise l'opération. À partir du moment où on est sur des copropriétés, là, on rentre dans une complexité. Mais on peut légiférer quand même. On peut changer la loi. Les pouvoirs publics ont déjà facilité cela, déjà en permettant, avant, il y avait un droit de veto du propriétaire. Ça, c'est quelque chose qui a sauté. Donc, déjà, c'est pour aller là-dedans. Et on est en règle de majorité dans les zones urbaines denses ou unanimité dans les zones urbaines moins denses. Donc, ça, c'est une réglementation des pouvoirs publics. Du temps, en fait, qui a commencé. La loi Allure a renforcé ça. Donc, il y a déjà des choses qui existent en ce sens. La loi Allure aussi, donc la loi Duflot, en faisant sauter les cosses, elle permet ça. On n'est pas Oui, mais le cos c'est une chose, mais la copropriété c'est autre chose. Oui. Et le système des votes en copropriété sont inscrits aussi dans la loi Allure. Donc les règlements ont été changés, les règlements de copropriété ont été changés. Avant, il y avait un droit de veto du propriétaire du dernier étage. Ça a sauté. Prenez un micro, s'il vous plaît, parce que ça ne devienne pas un débat confidentiel. Et là, on se croirait vraiment une réunion de copropriété.
Exactement. Moi, je suis syndic de copropriété, donc justement, ça m'intéressait aussi de voir le problème. Et j'ai effectivement pas mal de sociétés qui m'appellent pour surélever au niveau des immeubles quand c'est possible. Dans la copropriété, c'est difficile d'aller plus loin aujourd'hui dans la réglementation parce que les toitures, c'est une partie commune. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il faut quand même les 2/3. Et ce qui est normal quand j'achète un appartement ou n'importe qui, je n'ai pas forcément envie que quelqu'un s'installe, qu'on change la structure de mon immeuble. Ça fait partie des parties communes. J'ai acheté une quote-part de ces parties communes comme tout le monde. Donc, c'est normal de demander, je trouve, l'accord. Là-dessus, quand on disait que justement c'était les copropriétaires qui étaient plus ou moins contre, moi dès que j'ai des demandes, généralement ça se fait. C'est plutôt au niveau, je dirais, moi, des pouvoirs publics, parce qu'on se pose toujours les questions justement des droits de servitude, de prospect, comme vous expliquiez tout à l'heure. Et là-dessus, c'est assez délicat. J'ai même parfois des copropriétaires qui me disent nous, on voudrait faire ça, et ça ne va pas jusqu'au bout, parce que finalement, droit de servitude avec l'immeuble qui est en face. Donc, finalement, je pense qu'au niveau de la copropriété, juridiquement, c'est difficile d'aller plus loin. Après, voilà, c'est sûr que il y a toujours, de toute manière, des intérêts partout. Quand madame, vous disiez par rapport aux voisins, là-dessus, pour moi, permis de construire, si les voisins indiquent quelque chose, ok, sinon, voilà, tant mieux pour les copropriétaires, ils pourront surélever. Mais effectivement, il y a toujours droit de servitude du voisin. Le propriétaire a acheté une partie de la toiture, donc il a son mot à dire. Donc c'est quand même les 2/3 qui doivent être d'accord là-dessus. Mais dans une copropriété, de dire que j'ai le dernier étage, donc si je veux surélever, je peux, il n'a pas acheté la toiture, la personne du dernier étage. Il y a une compensation, oui, effectivement, c'est une acquisition de partie commune, donc effectivement, il y a une compensation. Mais c'est une partie, comme je l'ai dit, c'est une partie commune, donc elle lui appartient aussi bien qu'aux autres, et ils ont leur mot à dire. Alors justement, vous, les acteurs du projet, est-ce que vous avez été aussi les médiateurs avec les gens qui habitaient en dessous? Est-ce que vous avez fait de la pédagogie de projet ou comment ça s'est passé dans les deux cas rapidement? Donc nous, on a été confrontés plutôt aux problèmes liés aux accords pour le permis. Donc on a laissé le client gérer la partie copro. Chacun avait sa mission. Ce projet relève du miracle, disait-il. Oui, oui, ça marche. Oui, non, mais c'est-à-dire que déjà, les conditions au départ font que normalement on aurait dû construire plus. Et après, le permis, oui, a eu quelques difficultés à passer. Oui. C'est-à-dire qu'il ne comprenait pas trop. On s'est heurté aux ABF, quand même, sur ce type de projet qui est réputé un peu inscrit. En fait, pas du tout. Il voyait ça d'un autre œil. Bon, on a réussi à faire avec cet avis défavorable, mais c'était pas évident. On a ça a duré très longtemps. Mais voilà. Là, c'est votre rôle. Vous avez fait de la pédagogie. Oui, mais en même temps, oui, mais sur cette histoire-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas l'architecte. Alors nous, évidemment, on a été acteurs à un moment donné, mais le client nous a accompagnés, enfin le maître d'ouvrage Mathieu, il nous a accompagnés, et on est remonté vraiment très haut pour pouvoir argumenter. Et c'est vraiment, je pense que architecte seul, ça aurait jamais fonctionné, mais architecte plus en fait un citoyen qui fait des démarches auprès de l'administration, auprès de la commune, enfin en l'occurrence la ville de Paris, hein, puisque c'était extra 10e arrondissement, là on est remonté jusqu'à l'hôtel de ville. Ben, c'est parce qu'il a fait ces démarches-là que ça a aussi fonctionné. Et c'est incroyable comme les portes s'ouvrent. Je pense qu'aujourd'hui, un architecte, s'il veut aller dans le cabinet d'Hidalgo, il ne peut pas. Hein. Mais en fait, on est remonté parce qu'il était là aussi. Donc c'est incroyable. Et le projet s'est fait aussi grâce à ça, grâce à la pugnacité de Mathieu. Donc ça, c'était une expérience intéressante. Parce qu'il y avait une volonté d'architecture très forte et autres, et dès lors, tout ça, ça a été... Oui, je ne sais pas, il y avait la volonté que cette chose-là existe, et, et ils l'ont laissé faire, et donc après, évidemment, il diffuse aussi, et il a un retour d'expérience sur ça qui est très positif dans le quartier, donc tout ça, évidemment, ça aide beaucoup, localement. Et vous, du côté... nous, les voisins du dessous. Ouais, nous on accompagne beaucoup en fait on fait de la médiation, donc on rencontre tous les
copropriétaire, on présente le projet. Et là, dans le cas du projet d'Agathe, en plus, il y a un restaurant au rez-de-chaussée. Donc, il y avait aussi voilà, il fallait faire passer le désenfumage. Donc, voilà, il y avait les inquiétudes de chacun. Et je crois aussi, justement, sur les histoires de parties communes, c'est que la toiture, malgré tout, même après une surélévation, elle reste une partie, enfin, elle redevient une partie commune. Et je sais plus si c'est le cas, mais en tout cas, peut-être que parfois, en tout cas, quand les toits sont en mauvais état, le fait de faire une surélévation à un moment donné, c'est un nouveau toit, et du coup peut aussi, et c'est aussi un argument pour nous parfois de pouvoir présenter le projet de surélévation, parce que pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous n'aurez pas à refaire votre toit, c'est peinard. Voilà, quoi. la compensation, elle est là, dans ce cas-là. Autre question? Intervention? Non? Voilà. Donc, on va peut-être s'arrêter là pour ce soir. Je rappelle qu'il y a une petite exposition qui est ici, que ici c'est la plateforme de la création architecturale, avec toujours ces grands débats qu'il y a sur le logement, dans le cadre du laboratoire de logement, et puis des confrontations, là, en ce moment, Brutaire et Julien de Smet, Julien de Smet à Copenhague, justement, il a fait une surélévation, pareil. Il y a un livre qui s'appelle Built Unbuilt, où on raconte toute l'histoire avec Julien Lanoux, le photographe. Mais peut-être qu'à Copenhague, c'est plus facile il y a plus un sens civique, je ne sais pas, ou quelque chose est peut-être plus facile de faire émerger ce type de projet. Mais en tout cas, à Paris et dans le Grand Paris, il y a quand même des surélévations tout à fait intéressantes. Je tiens à le dire, et je pense que d'abord elles sont publiées, et pas uniquement en France. Donc bravo à vous, et ce petit travail, en effet, va faire des petits, on en est sûr. Voilà, merci à tous, et puis à très bientôt.